Bonjour à tous. Bon, je vous remercie d'être venus déjà aujourd'hui pour suivre cette conférence. Donc, pour finir l'explication, effectivement, je suis coach sportif et préparateur physique avant tout, et puis en parallèle, effectivement, j'enseigne à la Faculté des sciences du sport de Strasbourg, et spécifiquement dans le DUST métier de la forme, qui est un diplôme qui prépare les futurs entraîneurs et préparateurs physiques dans le secteur de la remise en forme. Donc, c'est relativement large. Je suis formé en nutrition également. Alors, je suis formé en nutrition dans le cadre de la nutrition santé aussi, et que j'ai adapté à la nutrition du sportif. Alors, pour remettre les choses dans le cadre, aujourd'hui, je vais vous parler de la nutrition aussi santé, puisque on a tendance à oublier que le sportif a besoin également d'être en pleine forme et en bonne santé. Donc, on ne va pas forcément dissocier la nutrition du sportif, sauf sur les niveaux de récupération et sur les besoins protidiques éventuellement. Mais avant tout, il me semble nécessaire quand même de réexpliquer et faire un état des lieux sur la société dans laquelle on vit, l'état de forme également de la majeure partie des gens qui vivent sur la planète, puisqu'on a des augmentations de l'obésité, et que c'est plutôt cet axe-là qui me semble intéressant. L'activité physique va permettre, dans un premier temps, de limiter les effets négatifs de la prise de poids et de maintenir un niveau de fonctionnalité, mais en même temps, on l'associe à la nutrition, d'accord? Puisque pendant longtemps, on a traité les cas d'obésité uniquement par la nutrition, en oubliant qu'il y avait de l'activité physique à mettre en place. Donc même le thème sport, on n'en avait pas trop discuté avant, mais j'aime bien parler d'activité physique plus, d'accord? Puisque quand on parle de sport, on parle essentiellement de performance, et ça ne sera pas tellement le sujet. Vous aurez la possibilité, à n'importe quel moment, de me poser des questions sur des éléments qui ne sont pas compris, ou éventuellement, si vous avez une question spécifique adaptée pour le sportif dans un des thèmes que je vais aborder, vous n'hésitez pas, vous pouvez poser la question. Et ne soyez pas muets surtout, hein, c'est important. Ok, donc comme je vous disais, pour moi, il fallait déjà que je fasse un état des lieux sur l'évolution du surpoids et de l'obésité dans le monde. Et je suis allé chercher des chiffres, des estimations de l'OMS qui nous indiquent effectivement il y a des effets aujourd'hui qui sont relativement négatifs, mais surtout il y a une progression dans le cadre de l'évolution du poids. Excusez-moi. Et voilà un petit peu les chiffres que j'ai pu recueillir qui sont assez éloquents puisque le nombre de cas d'obésité a doublé depuis 1980. D'accord? Donc ça vous donne des chiffres qui sont relativement éloquents. Il y a une première partie qui est basée sur le surpoids, hein. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est un indice de masse corporelle, mais en gros, un indice de masse corporelle se situant entre 25 et 30 correspond à un surpoids. Au-delà de 30, on est dans une obésité, d'accord? Entre 30 et 33, on est plutôt dans une obésité de catégorie 1, et au-delà, catégorie 2, catégorie 3. Je n'ai pas envie de rentrer dans le détail. Toujours est-il que la dernière catégorie, c'est ce qu'on appelle l'obésité morbide, celle qui est proche de l'état de mort, pour moi en tous les cas. Vous voyez également qu'on a des enfants qui sont atteints, donc ce n'est pas anodin de parler de l'alimentation et de l'activité physique, puisqu'il me semble qu'aujourd'hui, avec les réductions de l'activité physique dans le milieu scolaire et avec l'urbanisation, ben, on a des enfants qui sont un petit peu moins à l'extérieur et qui ont moins d'activité, donc c'est certainement un des phénomènes aussi. Et le chiffre quand même qui est assez éloquent, c'est 1,9 milliard de personnes de 20 ans et plus qui sont atteints d'obésité dans le monde. Vous voyez, ça fait quand même beaucoup. C'est pas vous là en l'occurrence, mais ça fait beaucoup. Donc, vous voyez aussi qu'il y a une petite différence entre hommes et femmes. Les femmes sont plus atteintes en règle générale par ce phénomène, qui pourrait s'expliquer peut-être par les dérèglements hormonaux en partie, ou tout simplement par une capacité un peu moins bonne à éliminer les aliments, ou en tous les cas les nutriments qui arrivent à leur organisme. Vous voyez que ça reste un des facteurs majeurs des risques de décès dans le monde également. Donc ce n'est pas anodin de l'évoquer non plus. Alors j'ai quelques diapos, excusez-moi, qui sont un peu moches, mais je vais quand même vous les expliquer, parce que je voulais vous montrer un petit peu l'évolution dans les pays industriels ou avec une économie plutôt aisée, et vous avez les pays les moins avancés. Et naturellement, on voit des différences parce que l'industrialisation
l'automatisation sont des éléments qui, aujourd'hui, font que, malheureusement, on est moins actif. Hein, vous voyez ici, on est sur les pays les moins avancés, où on a beaucoup plus de gens maigres. Moi, j'ai pas peur d'utiliser le mot maigre et gros, et on a un peu moins de gens gros, d'accord? Plus on arrive sur les pays développés, ou en tous les cas avec une grosse économie de marché, et plus on va se retrouver avec des cas d'obésité qui sont beaucoup plus importants. C'est important de le savoir parce qu'on a tendance à oublier quand même que ça fait partie de l'inactivité. On marche beaucoup moins, on utilise beaucoup moins comment dire, les moyens de locomotion classiques comme le vélo, comme le cheval également. Il faut vous détendre, hein. Rien de sérieux quand même. Ok, donc avant je vous ai parlé des indices de masse corporelle, c'est important de les avoir en vue. Vous voyez que ici, tout ce qui est au-delà de 25, entre 25 et 29, c'est du surpoids. Le surpoids, il a relativisé. Il a relativisé parce que lorsqu'on parle de sportif, puisque vous êtes aussi là pour entendre parler de sportif, le sportif peut se retrouver très rapidement dans cette zone. D'accord? Puisque selon la pratique sportive, par exemple, pour un gabarit comme le mien, moi je suis à 26 en indice de masse corporelle. Par contre, ce n'est pas relatif, ou en tout cas, ça a relativisé dans la mesure où ça ne donne pas l'indication de ma masse grasse et de ma masse maigre réelle. D'accord? Donc l'indice de masse corporelle, c'est la taille sur le poids au carré. Ça vous donne une référence globale, c'est utilisé dans le milieu médical, mais pour un sportif, on peut le relativiser. Imaginez que vous avez un joueur de rugby. Votre joueur de rugby, il va très largement rentrer dans cette case-là, alors qu'il n'est pas forcément obèse. Il va avoir une grosse masse musculaire, certainement, et on peut le retrouver à 28 ou 29. Là où ça commence à devenir délicat, c'est ce que je vous disais, c'est quand on dépasse les 30, 35. Là, on rentre dans des catégories où, de toute manière, on peut mettre en relation l'excès de masse grasse avec la forte corpulence. D'accord? Donc vous notez quand même que c'est des obésités qui sont relativement en totalité, hein. Là, on est sur 15% quand même de la population qui sont considérées comme obèses, donc avec des risques de maladie. La petite info également, c'est que là, on a des IMC qui sont calculés jusqu'à 18,5 par expérience. Je vous dis juste que être en dessous de 18,5, c'est pas bon non plus. Donc les sportifs et les sportives qui ont tendance à perdre du poids et à penser qu'ils vont être en meilleure forme, ils risquent aussi d'avoir quelques difficultés à fonctionner correctement, puisque on considère qu'en dessous de 18,5, on est déjà malnutri. Malnutri, d'accord? En dessous de 16, on est considéré comme dénutri. D'accord? Donc, quand vous prenez comme référence l'indice de masse corporelle n'est pas révélateur. Ça peut être une erreur. Ce n'est pas parce que j'ai un IMC bas que je suis en bonne santé, et encore moins quand on est sportif. La preuve, c'est que certaines fédérations sportives, comme le saut à ski ou dans l'équitation, il y a des réglementations aujourd'hui qui ont été mises en place pour que les IMC ne soient pas justement inférieurs à 18,5, puisqu'ils ont eu des cas d'anorexie sportive, hein. Donc là, on parle bien de l'activité physique, et on a eu des cas d'anorexie chez les sportifs et chez les sportives. Donc c'est quand même intéressant de le prendre en considération. Si vous avez des questions à ce sujet-là, n'hésitez pas, hein, par contre. Non, il n'y a pas. Voilà, donc je vous ai montré un petit peu aussi donc, la carte de l'évolution sur une quinzaine d'années. Donc, alors c'est les chiffres BPI, hein, ce n'est pas les tout récents, mais en tous les cas de 97 à 2012. Vous voyez l'augmentation par région, globalement, de l'obésité, ou en tous les cas de ce qui est signifié comme étant de l'obésité. Donc, c'est impressionnant qu'en 15 ans, sur chacune des grandes régions, on ait une évolution aussi importante. Je vous disais qu'il y a un élément à prendre en considération, c'est le problème alimentaire, mais également l'activité physique. On y reviendra, mais on fait de moins en moins d'activité physique et on s'alimente plus. Donc ça, c'est un des résultats, ce sont des résultats nationaux qui sont assez justes, on va dire, puisque ce sont des études qui ont été faites là-dessus. Et je suis parti sur le cas de la région Alsace, où sur la quinzaine d'années, on est parti, on a eu en 97, on était 9,1%, et on est passé à 18,6%.
que ces chiffres vous disent quelque chose? Vous trouvez que ça fait beaucoup? Ça double, hein, quasiment. Oui? Alors, en Alsace, en plus, on a d'autres records, hein. On a les records également de maladies cardiovasculaires, de diabète également, oui. On a eu des chiffres du CED qui disent qu'on est relativement élevé. Et également, nous avons des cancers du côlon. On est les mieux représentés en matière de cancer du côlon. Donc du coup, c'est intéressant de voir que dans notre région, il y a beaucoup de choses à faire sur le plan de l'activité physique. Alors c'est 97 et 2012, c'est les chiffres au BEPI. Vous pouvez les retrouver très largement. L'étude a été faite sur une quinzaine d'années, donc ça a été fait par le laboratoire Roche en collaboration avec l'OBEPI. C'est une des études qui est la plus complète aussi, hein, puisque les chiffres que je vous ai montrés avant sur l'OMS, ce sont des estimations, d'accord? Donc il y a des variations. On peut retrouver dans certains cas des versions de 1,9 milliard et des fois c'est 1,8 milliard, mais ça donne quand même un chiffre très important sur les cas d'obésité dans le monde. Donc, tout ça pour dire que, pour nous, en tous les cas, sportivement, ça n'est pas qu'un problème d'esthétique, d'accord? Parce que souvent, le phénomène de surpoids est essentiellement vu comme la forme. Il s'agit bien sûr d'un problème de santé publique. On parle même de fléau mondial dans certains cas, c'est-à-dire que, vu que l'obésité, là en l'occurrence, engendre des maladies multifactorielles, ça implique un vrai problème de santé. Donc on n'est pas que sur l'esthétique et on n'est même plus dans la performance. On est même limité dans la performance, a priori, quand on a cette forme-là. Donc en réalité, on a une augmentation de la tension artérielle. Ça, c'est ce qu'on appelle les syndromes métaboliques qui sont associés. Augmentation de la dyslipidémie. Vous savez ce que c'est la dyslipidémie? En fait, c'est le taux de masse grasse que vous avez dans le sang en libre. D'accord? Donc, c'est ce qui peut devenir très rapidement une plaque d'athérome qui peut venir se stocker au niveau des artères et qui, naturellement, fonctionne en parallèle avec l'augmentation de la tension artérielle. Vous avez des troubles cardiovasculaires qui sont liés de la même manière à des problèmes de compliance des artères et donc avec des phénomènes de circulation un peu moins importants ou moins bons. Le diabète de type 2, on en parlait, donc, qui est une maladie métabolique qui est complètement associée à l'obésité. Sur le type 1, c'est un peu différent parce que ce sont des gens qui sont insulinodépendants, hein. C'est-à-dire qu'ils ont un problème pancréatique, ils sont dysfonctionnants de ce côté-là, et de toute manière, il faut apporter de l'insuline de manière exogène. L'ensemble de ces maladies sont gérables en partie par l'activité physique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bon nombre d'études nous montrent qu'au-delà de la partie alimentaire, tous les exercices sur le plan cardiovasculaire, tout ce qui permet d'améliorer la circulation sanguine donc par l'effort, améliore ces troubles, en tous les cas diminue ces troubles. Donc là, encore une fois, l'activité physique a un rôle complet par rapport à ces situations. Moi, dans mon activité de coach sportif, j'ai naturellement des cas qui viennent me voir, qui sont suivis médicalement, qui ont la prise de médicaments type bêta-bloquant, par exemple, pour la tension artérielle. Après 8 semaines ou 12 semaines d'entraînement, il y a déjà diminution de la tension artérielle et voire diminution du médicament. Alors, ils ne l'arrêteront jamais complètement, mais en tous les cas, il y a une régulation qui est faite. Donc, encore une fois, l'activité physique a un impact favorable sur la tension artérielle, mais également sur le diabète de type 2, bien évolué. Comme je vous disais, il y a le Centre européen d'études du diabète qui nous a lancé des chiffres il n'y a pas longtemps sur des protocoles qu'ils ont fait avec l'exercice. On a une régulation, dans un premier temps, de la glycémie. On a une meilleure circulation sanguine, une meilleure absorption des sucres. Donc, à partir de là, on augmente aussi la qualité de vie du diabétique de type 2. Alors, pourquoi le surpoids? Ça, c'est une question. Vous notez, moi j'aime bien cette petite photo parce qu'elle est assez explicite. Bon, il y en a qui sont restés à ce stade-là, encore aujourd'hui. Bon, moi je pense que je suis là, hein, pas complètement développé encore.
Et puis vous avez le final. Après, moi, je me pose des questions. Je me dis jusqu'où allons-nous aller? D'accord? Donc, bien sûr, on a été frugivore, on a été chasseur, on a été éleveur puis cultivateur. Et maintenant, on est devenu des sédentaires, hamburgers, frites, soda. Alors, ça, encore une fois, on va pouvoir mettre l'industrialisation derrière, on va pouvoir dire que notre alimentation est trop riche, mais il y a quand même un facteur déterminant. Il faut savoir que sur Néandertal, par exemple, on va loin quand même, mais Néandertal consommait entre 4000 et 5000 calories par jour. D'accord? C'était ses besoins énergétiques. Pour des raisons simples, c'est qu'il avait besoin de chasser pour se nourrir. Il chassait régulièrement, mais il avait besoin de se déplacer. C'est-à-dire que c'était quand même des populations qui pouvaient faire jusqu'à 30 km par jour pour s'alimenter. Nous, aujourd'hui, en matière d'activité, vous voyez bien quand vous êtes au dernier stade, la chasse... Oui, excuse-moi. Qu'est-ce qu'ils mangeaient? Bah, ils étaient plutôt carnivores, plutôt, ils mangeaient de la viande, ils mangeaient des végétaux, et ils devaient en manger en forte quantité. Bah, ils devaient manger des végétaux et de la viande. En fait, ils n'avaient pas d'aliments raffinés. Donc, ce que nous, on a aujourd'hui, qui est beaucoup plus riche sur le plan énergétique, par exemple, parce que on verra après le soda, par exemple, la quantité de sucre qu'on peut avoir à l'intérieur et la quantité de gras. Alors, le gras a un coût énergétique, ou en tous les cas, apporte de l'énergie suffisante à l'organisme, hein. Il faut savoir que, par exemple, dans les pays du Nord, ou même chez les Inuits, pour lutter contre le froid et pour avoir suffisamment d'énergie pour ce qu'on appelle la thermorégulation, hein, c'est-à-dire le maintien de la température corporelle, on consomme beaucoup de gras, d'accord? Parce que le gras est l'énergie, pas la plus disponible, par contre celle qui apporte le maximum d'énergie, on va dire. On va dire que c'est le gras qui apporte le maximum d'énergie dans le corps. Le sucre ramène de l'énergie, mais de manière beaucoup plus rapide. Le gras, lui, il a besoin de plus de temps pour pouvoir être utilisé. Donc en gros, oui, mais au-delà de la consommation, quand on parle de besoins énergétiques chez le sportif, ça ne veut pas dire qu'il va les atteindre. Je vous prends un exemple très simple. Vous avez tous vu des coureurs de cyclisme du Tour de France. Durant le Tour de France, il y a des évaluations qui sont faites, hein. C'est calculé sur la VO2 max, etc., donc leur capacité cardio-ventilatoire à l'effort. On sait qu'ils tournent par jour à peu près à 5000 calories. Ça, c'est leurs besoins, d'accord? Mais leurs besoins ne sont pas atteints. C'est pour ça qu'ils ne prennent pas de poids. Au contraire, ils en perdent. C'est-à-dire que l'apport qu'ils vont amener, ou en tous les cas, leur apport est tellement faible, s'ils ramènent 3000 calories, ils ne risquent pas de prendre du poids. Il faudrait qu'ils dépassent 5000 calories pour pouvoir commencer à prendre du poids. Donc ça veut dire que la dépense énergétique est beaucoup plus importante que l'apport énergétique, tout simplement. Ça va? J'ai répondu à ta question? Donc voilà, je vous disais que naturellement, l'activité physique, on ne parle pas vraiment d'activité sportive, hein, même si ça devait l'être pour eux, mais en tous les cas, la sédentarité, c'est un des éléments qui provoque l'état de forme dans lequel la société est aujourd'hui. Parce qu'on parle souvent d'alimentation, et c'est pour ça que j'aime bien expliquer qu'il faut avoir une vision globale. On ne prend pas une personne comme ça de manière segmentée en disant on va gérer la partie alimentaire, mais on oublie de gérer la partie activité physique. Ça ne peut pas fonctionner. Donc là, on a une conjugaison des deux qui fait qu'on arrive à là. Inactivité plus surconsommation d'aliments riches égale notre ami. Quelle serait la part de la génétique dans l'évolution? Au niveau, par exemple, il y a des populations qui n'ont pas de surpoids et qui mangent pourtant énormément. Enfin, est-ce qu'il n'y a pas une part oui, d'hérédité au niveau des différentes populations? Les Asiatiques, par exemple, ne sont pas très gros. Alors, oui, voilà. Alors, le mot de génétique, il a été utilisé maintenant. Alors, moi, je suis vraiment pas un généticien. Par contre, je m'intéresse quand même à la partie génétique. Il y a ce qu'on appelle l'épigénétique, c'est-à-dire la modification du gène, mais sur du court terme. D'accord? Chose qui. On a commencé à en parler il y a une dizaine d'années de l'épigénétique, et puis il y a encore de la recherche qui est faite là-dessus. Mais les chiffres que je viens de vous donner sont déjà une explication que normalement, le gène, il ne se modifie pas en 15 ans. Il faut savoir qu'une modification génétique, dans certains cas, c'est des milliers d'années quand même. Modification génétique, hein, on modifie un gène, c'est énorme.
Aujourd'hui, je vous dis qu'en 15 ans, par exemple, on a eu une population qui a doublé en matière de poids. D'accord? Donc on est passé de 9% à peu près d'obèses en Alsace et on est à 18%. Est-ce que vous imaginez que le pourcentage là-dedans est lié à de la génétique? Vous voyez, c'est une question qu'il faut se poser et j'ai entendu quelque chose de juste. Au Japon, ils ont de plus en plus de cas d'obésité. C'est quelque chose de récent, ça fait une dizaine d'années qu'on travaille dessus et on s'aperçoit que toutes les populations qui sont rentrées dans une forme de sédentarité et d'industrialisation sont en augmentation de poids. Donc il ne faut pas dégager la partie génétique, puisqu'aujourd'hui, il y a aussi des choses qui sont mises un peu en évidence en disant, ben, si vous avez 2 parents qui sont obèses, ben, peut-être qu'à un moment donné, vous risquez d'avoir un enfant obèse, parce que justement, on a influencé le gène, et c'est ce qu'on appelle l'épigénétique. Moi, j'aime bien un petit peu rigoler avec ça, parce que j'ai des copains d'enfance qui sont des Africains, qui sont venus d'Afrique jeunes, et qui étaient sveltes et qui le sont encore. Et quand je vois leurs enfants c'est des boules. Donc ça veut juste dire qu'il n'y a pas vraiment de génétique, là, il y a surtout une suralimentation. Donc on a tout mis, hein. On a mis les problèmes thyroïdiens, hein, en l'occurrence, puisque quand il y a un problème endocrinien, on peut avoir un problème de surpoids. Ça existe, hein. Les problèmes thyroïdiens, on en a de plus en plus. Par contre, ce n'est pas le facteur premier. Le facteur premier, il ne faut pas se mentir, je vous dis, c'est une alimentation plus riche et moins d'activité. On a moins envie de bouger. Mais ici, ça ne concerne personne, à vrai dire, hein. Alors, les différentes causes, la sédentarité, manque d'engagement physique dans la vie quotidienne, l'automatisation, hein, ça c'est une réalité. Donc, le manque d'activité physique, là quand je parle de manque d'activité physique, c'est l'activité physique que l'on fait de manière spécifique. Hein, c'est-à-dire quand on va aller faire sa course à pied, quand on va aller faire sa natation, quand on fait son renforcement musculaire, bah ça aussi, ça s'est réduit, entre guillemets, alors que les marchés du secteur de la remise en forme chez nous explosent, hein. On a de plus en plus de pratiquants, mais paradoxalement, on a quand même une augmentation de l'obésité. Donc ça veut dire qu'on a des gens qui font peut-être de l'activité, mais qui, derrière, sur le plan alimentaire, eh ben, se surchargent tellement qu'il n'y a pas d'effet positif. D'accord ? Donc les excès alimentaires, le grignotage, et un paramètre que je ne veux pas soustraire, qui est le paramètre de l'environnement, puisqu'il y a des choses qui ne dépendent pas forcément de nous directement, qui sont la taille des portions, les toxiques qu'on retrouve dans l'organisme, puisque vous voyez bien qu'aujourd'hui, sur l'alimentation ou sur l'industrialisation, on met beaucoup de conservateurs, on met beaucoup plus de sodium pour conserver les aliments, on met de plus en plus de gras. Donc, par définition, ça, c'est ce qu'on appelle l'environnement. Et cet environnement-là, naturellement, commence à devenir néfaste pour nous, puisqu'on a moins d'activité et que derrière, on a des aliments de plus en plus riches. Vous avez l'air d'accord avec moi, vous? Donc, pendant longtemps, on a dit, ok, et je le dis parce que moi je suis passé par un cycle en nutrition où, très étonnamment, l'ensemble des médecins qui ont enseigné avaient occulté l'activité physique, hein. C'est-à-dire qu'il y a un paramètre qui n'est pas vu, le mental, le psyché, hein, c'est-à-dire comment je prends en charge psychologiquement une personne. La deuxième partie, c'est j'intègre de l'activité physique ou pas. Et en nutrition, bon, moi j'ai la chance d'être ouvert un peu à tout, mais en nutrition, il y a souvent un langage unique, hein. C'est celui de la nutrition. On a une réponse nutritionnelle. Or, comme je vous disais avant, il faut prendre une personne sur le plan global. Et global, ça veut dire psyché, mais ça veut dire aussi sur le plan physique. Parce que vous ne pouvez pas juste réduire votre alimentation, vos apports énergétiques, et attendre qu'il se produise quelque chose de positif derrière. Ce n'est pas suffisant. Donc, on avait trouvé une situation... Oui. On avait trouvé une situation qui est super intéressante, que j'aime beaucoup, c'est les régimes en fait. Puisqu'on a eu récemment régime du camp, la classe, c'est formidable ça. Ensuite on a eu quand même Atkins, aussi qui était pas mal. Ils avaient tous quand même des points positifs, c'est qu'ils faisaient perdre du poids relativement rapidement quand même. D'accord ? Donc on avait aussi mincir avec la chrono. Le régime citron, je les ai classés à un moment. Le régime citron, c'est pas mal ça. Ça pique, mais c'est bon. Il y avait le ventre plat aussi.
Donc celui-là, vous l'aviez avec le bouquin. Vous posez dessus, ça marche aussi. Mais c'est des bons régimes, en fait. Alors, Weight Watcher avec les points, perd du temps à calculer ce que tu dois manger, c'est pas mal aussi. La fameuse soupe aux choux, il y avait même un film hein, dessus, la soupe aux choux, qui était pas mal. Et avec ça, normalement, effectivement, celui qui essaye la soupe aux choux, il va voir qu'il va perdre du poids très rapidement. Il va passer beaucoup de temps aux toilettes aussi, hein, c'est l'avantage de la soupe aux choux. Et après, il y a les régimes les plus sexy, hein, le régime Miami. C'est-à-dire que même quand tu n'as pas envie de perdre du poids, tu le prendras quand même parce que la photo, elle est sympa. Il faut y aller quand même, non? T'aimes bien ça, Florian? Cette photo-là, moi, ça me donne envie de perdre du poids, voilà. Donc ça, c'est les régimes californiens, blablabla, blablabla. Et le régime Tahiti. Alors, je ne sais pas de quoi il s'agit exactement. C'est à base de papaye, je crois. Mais c'est un peu sucré quand même, malgré tout. Donc ensuite, moi, j'ai imaginé notre régime à nous, hein, le régime alsacien. Sachez que la choucroute, c'est bon quand même. Hein. La choucroute, alors, oui, bien sûr, juste la choucroute. La choucroute, on peut la manger même avec de la pomme de terre. Hein. La pomme de terre est alcaline, hein, donc il n'y a pas de problème. On peut manger de la patate et du chou et il n'y aura aucun problème. Mais on évite quand même tout le reste, toutes les viandes, on les évite. Donc ça, c'est un petit peu le phénomène facile. On est dans une société où on a besoin d'avoir un résultat sans trop d'efforts. C'est une réalité, il ne faut pas se mentir. Donc vous ne devez pas vous mentir non plus, c'est important. Mais en réalité, c'est ça, c'est-à-dire le régime qui va me permettre de perdre du poids très rapidement, sans penser à la conséquence de l'après. D'accord? Parce que ce n'est pas anodin, et ces régimes-là, justement, ils ont quand même un effet un peu négatif, puisque il y a des termes peut-être que vous ne comprenez pas et que je vais vous expliquer. Bon, concernant Ducamp, hein, il a eu un gros problème quand même vis-à-vis de l'ordre des médecins quand même par rapport à tout ce qu'il a raconté et tout ce qu'il a fait. Donc, mais il y a quand même beaucoup de gens qui ont adhéré à ce principe-là. D'accord Pardon? Vous aussi, c'est ça? Non, j'ai le bouquin, j'ai dit... Ok. Pourquoi? Parce qu'on a toujours cette vision je vous dis, d'avoir rapidement un résultat, et chaque année ou tous les 2 ans, on a quelqu'un qui nous sort une méthode qui est extraordinaire, qui vient de réinventer comment on doit s'alimenter, en fait. Hein. Tout le monde a été perturbé par ça. Donc, vous avez de l'ostéopénie, voire de l'ostéoporose, hein, qui est la conséquence d'une mauvaise nutrition, ou en tous les cas d'une carence, parce qu'il faut savoir que l'ensemble des régimes sont forcément carencés en un certain type de nutriments. Donc ça, c'est un peu l'erreur qui est commise. On va vous dire qu'on consomme moins de sucre. Oui, ça c'est un fait. Souvent, ils sont plutôt hyperprotéinés. La protéine en forte dose dans l'organisme a tendance quand même à acidifier l'organisme. Donc ça veut dire des pertes de calcium aussi. Et surtout, là, dans ce cas-là, elles ne sont jamais associées à d'activité physique. Pas d'activité physique. En fait, au départ, ce qui se passe, c'est ce qu'on appelle une sarcopénie. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est la sarcopénie. C'est une perte de la masse musculaire. Il y a des études aujourd'hui qui montrent très clairement sarcopénie engendre ostéopénie, donc une perte de la masse osseuse. Et ensuite, on peut arriver jusqu'à des cas d'ostéoporose. L'ostéoporose, là, on ne revient plus en arrière, par contre, hein, puisqu'on a décalcifié l'os et on l'a fragilisé. Ça, c'est des réalités. Les études sont très claires par rapport à ça. Les maladies cardiovasculaires, naturellement, le métabolisme varie, les artères varient, en tous les cas, leur fonctionnement varie. La perte de poids et l'augmentation de manière irrégulière créent des troubles cardiaques, créent des troubles au niveau du système nerveux central, donc ce qu'on appelle le système neurovégétatif central. Donc, c'est une des conséquences aussi des problèmes cardiovasculaires qu'on peut retrouver. Des cancers, on sait que sur l'étude Suvimax, par exemple, ils ont montré que les gens qui avaient fait un régime et qui se sont suralimentés ensuite en caroténoïdes et ce genre de choses, eh ben, ils ont plutôt créé et provoqué des cancers. Alors chez Suvimax, il y avait une particularité, c'est que c'était des gens qui étaient fumeurs, qui ont arrêté la cigarette. Et en fait, le fait de consommer des caroténoïdes ou des bêta-carotènes spécifiquement, une cellule qui est malade reste une cellule. Hein. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on lui donne un antioxydant, eh ben, on lui permet de vivre correctement. Donc c'est ce qui a été, qui en est ressorti. Donc vous voyez, ce n'est pas anodin non plus, ces pertes de poids qui sont liées à des maladies relativement complexes.
Donc perturbation des fonctionnements du rein, parce que le rein, comme je vous disais, a du mal à supporter l'acidité, donc il crée des substances azotées. Ces substances azotées vont aller comment dire, irriguer l'ensemble de l'organisme, créer des inflammations sur le plan tendineux et ligamentaire. Chez les sportifs, c'est des vraies limites dans l'activité physique, c'est-à-dire que souvent même le sportif va aller chercher sur le plan mécanique le problème en disant je vais aller voir mon kiné parce que j'ai une douleur à la cheville ou parce que j'ai une douleur au niveau du coude. Quand on cherche un petit peu, on s'aperçoit que c'est un problème alimentaire. Trop de protéines, par exemple, mais après on verra les acides gras, ou trop d'acides gras ou trop de sucre, créent des inflammations. Donc à partir de là, on va se retrouver très rapidement dans une situation où on est inflammé, non pas parce que mécaniquement on a un problème ou on a un problème de geste, mais surtout parce que notre alimentation est trop acide. Vous voyez ? Troubles psychologiques, donc pour ceux qui ne suivent pas de sportifs, ils ne peuvent pas savoir. Par exemple, toutes les filles que j'ai suivies qui sont dans le milieu de la gym ou de la GR, ils ont un suivi de poids permanent. Dans la journée, ils sont souvent pesés. Et à un moment donné, vous créez des troubles parce qu'on ne sait plus vraiment comment on doit s'alimenter. D'accord ? Quelqu'un à qui vous avez dit ça, c'est pas bon, ça, c'est pas bon, et surtout, tu dois maintenir ce poids-là. Et à un moment donné, elle ne sait plus très bien ce qu'elle doit manger et comment elle doit manger. D'accord ? Puisque surtout, l'effet du régime, malheureusement, crée cette situation. Imaginez que pendant 3-4 ans, vous êtes sur des modes de diète et vous oubliez le rôle de l'aliment, donc le rôle premier de l'aliment. Vous vous concentrez uniquement sur du complément alimentaire ou sur des restrictions. Naturellement, on finit par se déshabituer de ce que c'est s'alimenter correctement. Okay ? Le facteur 2, qui est le cercle vicieux des régimes yo-yo. Donc, restriction calorique. Alors, sachez que quand on vous parle de régime, tous les régimes qui sont inférieurs à 1000 calories sont des régimes qui vous mettent en situation de problème de santé, parce que tout simplement, c'est très difficile de pouvoir tenir une journée avec moins de 1000 calories. Hein. Donc ceux qui vous disent que des régimes à moins de 1000 calories, ça fonctionne, soit ils vous mentent, soit ils vont bientôt mourir. Je pense qu'ils vous mentent. Donc, perte du poids souvent rapide, avec diminution du métabolisme de base, d'accord ? Perte de masse maigre, perte de masse grasse. Ça aussi, la perte de masse maigre, elle est problématique puisque je vous expliquais avant que l'obésité, c'est en temps normal un excès de masse grasse et non pas un excès de poids. Il faut bien dissocier les deux choses. Là, vous perdez de la masse musculaire en gros, hein. Donc la masse maigre et la masse musculaire. Ça fait quand même beaucoup. Chez un sportif, par exemple, ça peut devenir très compliqué dans les qualités physiques qu'il tente de développer, qui vont être la force, la puissance. Moins il aura de masse musculaire, moins il pourra développer. D'accord ? Donc, par définition, quand on a fait une diète, elle ne dure jamais toute une vie, puisqu'à un moment donné, c'est plus vivable. Donc, on va se réalimenter. Lors de la réalimentation, ce qui se passe, c'est on a diminué le métabolisme de base, on a repris de la masse grasse, mais surtout la masse maigre plus présente. Pourquoi ? Parce que quand vous faites de l'activité physique, vous stimulez les tissus musculaires. Donc le renforcement musculaire vous permet de stimuler le tissu musculaire et par définition, augmenter la masse musculaire à partir du moment où vous alimentez correctement derrière. Si vous ne le faites pas, puisque ça n'est qu'un régime, par définition, votre masse musculaire n'a aucune raison de revenir. Il n'existe pas de situation où la masse musculaire augmente sans rien faire. Non, mais c'est important quand même de le préciser parce qu'il y a des gens qui pensent que ne rien faire leur permettra de prendre la masse musculaire. Il faut stimuler le muscle, hein, un muscle non stimulé. Donc perturbation du métabolisme. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, voilà, double. Augmentation du poids avec les années. C'est ce qu'on appelle le cycle yo-yo. Je perds du poids, j'en reprends un petit peu. Je repère du poids, j'en reprends un petit peu. La diapo que je vais vous montrer là, elle est vraiment moche, mais c'est pas grave. Vous allez la comprendre quand même, c'est la spirale là. Vous voyez un petit peu ce qui se passe. Et donc là, avec les années, on s'aperçoit que tous les gens qui suivent des régimes un peu drastiques, eh ben, en règle générale, se retrouvent après 4-5 ans quand même avec une augmentation du poids supérieure au poids initial.
Les régimes dont je vous ai parlé avant, qui étaient les régimes du camp, etc., amènent de toute manière derrière, il y a plus de 80% des gens qui ont repris du poids dans les 3 années qui ont suivi. Donc ça fait beaucoup, mais il y a des régimes qui sont moins bons, où en l'espace de 3 semaines, vous reprenez du poids très rapidement quand même. D'accord? Donc ce n'est pas tellement le but de l'opération. Alors, la solution, c'est quoi? Éviter de faire des régimes. Moi, j'aime bien dire trouver de la cohérence dans votre vie, parce que associer l'activité physique avec une bonne nutrition et avec un état d'esprit, santé et forme, c'est ce qui vous permet en règle générale d'avancer. D'accord? C'est-à-dire que c'est quand même un ensemble qu'il faut avoir, un équilibre psychique, physique, physiologique, et à partir de là, on peut dire qu'on peut avancer. Ça, c'est une des solutions. Trouver les causes du surpoids, moi, ça me paraît essentiel, et ça fait appel surtout à des professionnels de la forme, ou en tous les cas de la santé, qui peuvent tenter de comprendre pourquoi vous êtes en excès de poids. Donc si c'est vraiment, comme on disait, un problème génétique, un problème hormonal, ou c'est juste de la compensation parce que psychologiquement on n'est pas super bien et que derrière on a envie de s'alimenter pour compenser ça. D'accord? Apprendre les clés d'alimentation durable. Je vais vous donner quelques clés justement par rapport à ça. Bon, je vous ai dit, se faire suivre par un professionnel et surtout, essentiellement, intégrer l'activité physique. Aujourd'hui, c'est des choses que l'on peut faire très simplement. Naturellement, s'il y a un professionnel de la forme qui peut vous permettre de vous guider dans votre démarche, c'est encore mieux. D'accord? Donc l'alimentation, pour moi, les clés de l'assiette santé. Il y a une chose qui est souvent dite, c'est le gras. Personne n'aime le gras ici, j'imagine. Si? Parce que le gras a une très mauvaise réputation, en fait. Ça fait grossir. Alors, le gras peut faire grossir, effectivement, mais encore une fois, il faut être capable de dissocier de quel type de gras nous parlons. Vous avez quelques notions sur les acides gras. Donc, vous avez des acides gras qu'on appelle polysaturés, des graisses monosaturées ou des graisses saturées. En règle générale, vous allez avoir une proportion qui n'est pas tout à fait juste, c'est qu'on va avoir beaucoup de graisses saturées dans l'alimentation, c'est l'alimentation moderne. Les polyinsaturés, on en a, mais elles doivent être représentées à peu près à 20% dans notre alimentation. Les graisses saturées sont entre 10 et 20%, donc il ne faut pas les éliminer complètement. Et les monoinsaturés, c'est celles qu'on connaît le plus, c'est celles qu'on a dans l'huile d'olive par exemple, ou dans l'huile de colza, c'est celles qui devraient être en temps normal les plus représentées. Donc déjà là, nous avons un déséquilibre. Chez le sportif, ça a une importance aussi. Hein. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc il faudrait aller, dans les graisses polyinsaturées, vers un rapport qui est de 6 oméga, de 1 oméga 6 pour 4 oméga 3. D'accord? Alors je vais vous la refaire. Vous comprenez bien. En fait, ici, il faudrait 4 oméga 6 pour un oméga 3. En réalité, c'est qu'on a une proportion d'oméga 6 qui est surreprésentée dans la réalité. D'accord? On a beaucoup trop d'oméga 6, donc c'est des graisses polyinsaturées naturellement. Bon là, ça va commencer à vous saouler, j'en suis sûr, parce que ce sont des graisses qu'on appelle des HA et des EPA. D'accord? Il faut qu'il y ait un rapport entre les deux. C'est juste la transformation qui devient un peu compliquée après. Donc le problème, c'est que nous consommons aujourd'hui, en matière de proportion, pour un oméga 3, 18 oméga 6. Ce qui crée un trouble, puisque nous avons des inflammations qui sont liées, en règle générale, à ce déséquilibre. Quand votre équilibre oméga 3 et oméga 6 n'est pas bon, en règle générale, c'est des inflammations qui se produisent. J'essaye d'être synthétique par rapport à ça, parce que c'est un peu plus complexe. Oui. Mais oui, je vais le faire tout de suite. C'était prévu, c'était prévu. Non mais j'étais juste en train d'essayer Là c'est vrai que c'est un peu compliqué, oméga 3, oméga 6, des graisses du type linoléique ou oléique, mais c'est juste pour vous dire qu'on a un rapport... Ah, j'ai plus le droit... Ah si, je crois que j'avais plus le droit de parler. On m'a coupé.
Ah, j'ai fait une petite erreur. Ah, j'ai ma double dia. Excusez-moi. C'est maintenant que ça vient. Voilà, en pratique. Augmenter la consommation d'aliments riches en oméga 3. Je vous disais qu'on a beaucoup d'oméga 6 dans notre alimentation. Donc ça passe par une augmentation des huiles, comme l'huile de cameline par exemple, l'huile de colza, l'huile d'olive. Ça, ce sont des huiles qui sont plutôt riches en oméga 3. Naturellement, il n'y a pas que des oméga 3 à l'intérieur, hein. C'est une proportion qui est raisonnable, entre guillemets. Idéalement même, j'ai tendance à dire qu'il faut mélanger les huiles pour éviter d'avoir un type d'huile. Et surtout, on ne fait pas n'importe quoi avec l'huile, puisque vous allez voir que les niveaux de cuisson, c'est également important. Donc, dans les végétaux, noix de Grenoble, graines de lin, le pourpier, la mâche, ce sont que des exemples, hein. On en a plusieurs, hein, des aliments qui sont riches en oméga 3. Mais ça, ce sont des aliments, on va dire, qui sont quand même relativement simples à trouver. Et, naturellement, les produits animaux. Donc dans les poissons gras, même si on dit que dans certains poissons, ils sont un peu toxiques par le fait qu'ils ont été pollués dans la mer, etc. Mais je pense que ça reste quand même intéressant de consommer du poisson gras, puisque vous avez des oméga 3 du type EPA, qui sont plutôt favorables et qui sont un peu anti-inflammatoires, puisqu'on est quand même dans des organismes bien inflammés. Chez le sportif, ça joue. Alors j'explique pourquoi chez le sportif. Parce que le sportif, ou les gens qui font de l'activité physique, dans leur activité, créent de l'inflammation. Par définition, l'activité physique et le sport créent de l'inflammation. Si cette inflammation n'est pas régulée avec des aliments alcalins et avec les bons acides gras, au bout d'un moment, ça implique les tendinites, ça implique les blessures et ça implique la contre-performance. Donc le projet, c'est quand même de bien prendre ça en considération. Plutôt nous, en tant que coach sportif, on essaye quand même de faire un bilan nutritionnel et au moins un bilan des acides gras pour savoir que si l'athlète qu'on prend en charge ou si la personne qu'on prend en charge n'est pas inflammée uniquement parce qu'il y a un dérèglement sur le plan alimentaire et spécifiquement dans les acides gras. Sachez en tous les cas que pour moi les acides gras ont une importance qui est très importante, c'est l'intérêt premier. Les néophytes ont tendance à croire qu'il faut les virer, alors que la réalité c'est que si vous n'avez pas d'acides gras dans votre alimentation et pas dans votre organisme, vos cellules ne fonctionnent pas. Les cellules sont constituées d'une couche phospholipide. Si vous avez une cellule qui a eu les bons apports en acides gras, elle sera beaucoup plus fluide et elle permettra mieux les transferts, ou en tous les cas la pénétration de l'insuline pour l'apport en protéines, pour l'apport en micronutriments. Si ce n'est pas le cas, votre cellule devient rigide. Donc même les acides gras de type saturé, il faut les maintenir. Chez les femmes aussi, parce qu'elles agissent dans les systèmes hormonaux. Elles sont aussi le bloc de construction de la cellule. Donc si vous avez un type d'acide gras que vous supprimez complètement de votre alimentation, ça n'est pas juste non plus. D'accord ? Donc pour ces huiles-là, en tous les cas ces végétaux, il y a une petite précaution à prendre, parce que j'entends souvent, mes clients me disent « Ah, moi je cuisine qu'à l'huile d'olive ». Je dis « Oui, ok, c'est bien. Par contre, votre huile d'olive, pas dans la cuisson. Une huile d'olive, quand elle dépasse 180 degrés, elle devient toxique. D'accord ? Donc, dès que vous commencez à la brûler, elle devient toxique, donc on peut l'associer directement à cancérigène. Il y a des huiles comme l'huile de... Alors, comment qu'elle s'appelle celle-là ? Même des huiles de palme. Il y a des huiles végétales, en fait, qui peuvent aller jusqu'à 250 degrés. L'huile de macadamia, par exemple, peut aller jusqu'à 250 degrés. Donc, c'est des huiles que vous pouvez très largement utiliser pour la cuisson. Ça, c'est des huiles que vous allez plutôt utiliser en assaisonnement. Puis, nous avons un autre souci, c'est le sucre. Là, chez le sportif aussi, on a une tendance à croire que consommer du sucre, c'est l'énergie principale, et donc on en mange et on ne se rend pas compte des effets négatifs. Vous voyez un petit peu l'échelle, hein. C'était il y a 2 siècles, ça, en gros. C'était le sucre consommé par habitant, en fait, par personne et par an, d'accord ? Aujourd'hui, on estime qu'on en est à 80. Bon, moi, je trouve que ça fait beaucoup, mais c'est ça, en fait. Parce que le sucre, vous l'avez dans tout, hein. Tous les aliments industriels ont du sucre et du sel. Donc, c'est plutôt des aliments, ou en tous les cas, des produits qui sont cachés, en règle générale. Donc, vous voyez un petit peu dans le soda, ce qu'on peut retrouver en quantité de sucre. Il faut savoir que
1 gramme de sucre, c'est 4 kilocals. D'accord? Donc ça fait quand même beaucoup d'énergie, vu le nombre de sodas que certains peuvent s'enfiler. Et chez le sportif, parce que j'ai des étudiants qui le sont, ils me disent, ben moi, avant un match, je prends du sucre pour avoir un coup de boost. Je leur dis, le problème, c'est que vous allez créer ce qu'on appelle une hypoglycémie réactionnelle, c'est-à-dire que vous allez consommer du sucre rapide, il va être absorbé rapidement, mais surtout, il va produire de l'insuline, puisque l'insuline va être produite en même temps que le glucose va arriver dans le sang. Alors, ça fait ce qu'on appelle des hypoglycémies réactionnelles. Et les hypoglycémies réactionnelles font que, quand il arrive sur le terrain ou quand il va démarrer son activité, il va commencer déjà avec un coup de moins bien. Donc c'est un peu compliqué l'histoire de la régulation de la glycémie, mais je vous expliquerai comment ça fonctionne. Vous voyez toujours une transversalité entre le sportif et le non sportif. L'histoire, c'est plus ou moins la même. À la différence, c'est que le sportif, sa glycémie, il la gère beaucoup mieux, parce qu'il a un métabolisme qui est beaucoup plus actif, parce qu'il a une masse musculaire qui lui permet quand même d'absorber le sucre et de le stocker. Pour information, chez un sportif, quelqu'un qui a d'activité physique, la consommation de sucre, en règle générale, va se transformer, ou en tous les cas se stocker sous forme de glycogène. Le glycogène, en fait, c'est le glucose qu'on va retrouver dans le muscle et dans le foie. Parce que ce sont des réserves pour lui lors des efforts physiques. Donc on a tendance à en consommer pour restituer les réserves ou le stock de sucre musculaire et hépatique. Chez monsieur et madame tout le monde, malheureusement non. C'est-à-dire qu'on va se retrouver dans une situation où on va avoir le stockage ne va pas se faire puisqu'il n'y a pas de besoin de réserve dans le muscle. Par contre, les triglycérides, elles, vont aller se stocker dans les adipocytes, c'est-à-dire dans les cellules grasses. Vous consommez du sucre, et c'est pour ça que je vous disais que le gras n'est pas le problème. Aujourd'hui, le vrai problème, c'est le sucre. Quand vous consommez trop de sucre, ça se transforme en triglycérides, et les triglycérides vont dans les adipocytes, qui sont les cellules qui viennent stocker le gras. Donc, consommer mieux gras me paraît beaucoup plus juste que de consommer trop de sucre. Et je l'entends encore chez des... Oui ? Oui, maltodextrine, etc. Il faut juste regarder l'index glycémique après de chacun des aliments. Là, on parle de sucre raffiné, naturellement. Alors, c'est important, effectivement, d'évoquer ça chez le sportif. On parle d'aliments à index glycémique bas. D'accord ? Ça veut dire que si vous prenez, j'aime bien cette situation-là, du plat de pâtes traditionnel chez le sportif, qui n'est pas toujours juste. Alors, quand mes étudiants, qui sont des étudiants de master et qui préparent déjà physiquement des athlètes, me posent la question, ils sont un peu étonnés. Vos pâtes, si ce sont des pâtes qui sont trop cuites, eh ben, ce sont des pâtes qui deviennent des sucres rapides. D'accord ? Il faudrait les consommer al dente. Idéalement, il faut même qu'elles soient complètes ou semi-complètes, ou avec des farines de froment, ou avec, en tous les cas, des index glycémiques bas. Parce que la régulation de la glycémie, elle doit se faire progressivement, chez le sportif et chez le non-sportif. Donc dès que vous mangez des pâtes, et si c'est des pâtes blanches trop cuites en plus, c'est comme si vous aviez mangé un bout de pain de mie, tout simplement. Donc ça va augmenter la glycémie. Donc ça, pour moi, c'est important de dire que le sucre est plus problématique que le gras. On ne mange pas très bien en matière de gras, on mange beaucoup de gras et pas de très bon gras, mais on consomme beaucoup de sucre et ce sucre-là est beaucoup plus néfaste, visiblement, que la consommation de gras. Même si l'OMS ne le dit pas. Moi, je pense que c'est un peu le problème. Donc voilà, je vous explique juste vite fait ce que c'est un index glycémique élevé. Ici, on est en bas. Consommation de sucre, hop. On va avoir une prise en charge de l'insuline, une augmentation de la glycémie. Voilà. L'indice glycémique élevé augmente beaucoup la glycémie et donc font prendre du poids par définition puisque ce qui n'est pas utilisé est stocké. Le sucre se stocke très très bien. Comme je vous disais, quand il n'est pas stocké sous forme de glycogène, il va venir se stocker sous forme d'acide gras dans les adipocytes. Donc, ce que je vous disais avant, après une hyperglycémie, hypoglycémie réactionnelle. Donc, état de fatigue. Vous avez un état de fatigue. Et chez le sportif, ça arrive. C'est-à-dire qu'il a son coup de barre à un moment donné et il dit « je ne comprends pas pourquoi je suis fatigué. Pourtant, je viens de manger une barre de Mars et en plus, j'ai pris un Powerade. » Ouais. En plus, c'est clair, tu as pris tout le sucre qu'il fallait en un coup et ça peut même te faire mal à la tête à un moment donné. Alors que si on s'alimente correctement avant, on a des pics de glycémie mais qui sont vraiment régulés. On me pose la question aussi, je suis coureur de fond, je fais des marathons,
Donc, j'explique aussi que on peut s'alimenter durant le marathon, et il le faut, parce qu'on a besoin de carburant tout au long de la distance. Là, c'est inévitable. On ne peut pas ne pas s'alimenter, ou ça deviendrait très compliqué. Mais j'ai des clients qui me disent, par exemple, qu'ils prennent des gels, et qui prennent le gel en une fois. Et ils me disent ensuite, j'ai un coup de fatigue. Eh ben, on est exactement dans ce rôle. C'est-à-dire que même le gel, vous savez ce que c'est des gels à l'effort? Ce sont des gels en fait, qui sont constitués de glucose, de zinc et de micronutriments. Ce sont des gels qui sont fortement sucrés. Mais on en a besoin puisqu'on utilise beaucoup de sucre, hein, pour ne pas dire de glucose, lors de l'effort. Mais naturellement, quand vous le consommez, ce glucose, il faut le consommer à petite dose pour que la glycémie soit tout le temps régulée. Si vous prenez votre dose de glucose, même en courant, vous risquez de faire une hypoglycémie pendant l'effort. D'accord? Donc, c'est toujours la quantité et le type. Il y avait une question? Vous voulez prendre le gel, par exemple, sur un marathon, ouais. Un gel sur les 5 km. Exact. Il vaut mieux le prendre sur la longueur, gorgée par gorgée. Exactement. En fait, moi, après, c'est le conseil que moi, je peux donner. Moi, je le donne et je l'expérimente avec les clients. J'ai une cliente l'année dernière qui a fait le marathon qui me dit « Ah, là, tu es en train de me saboter le mien. » Donc, elle me disait qu'elle a eu un coup de barre à un moment donné. Alors, ça peut arriver, mais au kilomètre 20, c'était pas trop normal. Et elle me dit, comme ça, de manière anodine, « J'avais un gel et je l'ai pris en une fois. » Oui, mais en une fois, il y a une forte dose de glucose et on a exactement ce phénomène qui se produit. D'accord? Donc, effectivement, pour répondre à ta question, pour maintenir la glycémie, mieux vaut prendre des petites quantités de glucose tout le long de la course. Ou si tu fais du vélo, c'est pareil. On ne prend pas de grosses doses. Hein. La grosse dose, ouais. Et idéalement, alors ceux qui supportent... Oui. Ouais. Par contre, sur le marathon, on arrive sur le mur au 30e. Oui. Là, il en faut. Oui. Mais est-ce qu'il faut le prendre d'un seul coup ou pareil, on continue sur le... Sur le marathon, on le prépare. On le prépare parce que on commence à s'alimenter. Alors ça va dépendre de chacun, hein, naturellement, de sa capacité. Il y a des gens qui, à partir de 15 km, vont commencer à s'alimenter, d'autres à partir du semi. Mais on commence toujours par petites doses. Parce que ce que je vous expliquais, c'est qu'au kilomètre 30, vous prenez toute votre dose. Au 35, vous allez être complètement cabossé. Ouais, mais tu te retrouves... On se retrouve toujours... Voilà, tu te retrouves toujours... Alors moi, je suis plutôt partisan de l'équilibre. Il y a des fruits qui sont donnés, comme les bananes, par exemple, qui sont alcalins. Il y a des fibres à l'intérieur. Donc ça, c'est des fruits qui sont plutôt intéressants. Quand on supporte à la digestion, c'est intéressant de le consommer. Quand on le supporte à la digestion. Ouais, parce qu'après, le transit, ça irrite un peu le... Mais ça pourrait être le sujet d'une autre... mais je peux vous en parler parce que les problèmes intestinaux chez le coureur, c'est quelque chose qui se prépare. Ça se prépare, clairement. Alors, on pourra en discuter, vous me poserez la question après. Mais ça, c'est des choses sur lesquelles je me suis penché chez les coureurs de fond. La préparation de la flore intestinale est importante. On ne démarre pas une préparation à la course sans avoir renforcé la flore intestinale. Mais je vous dirai, parce que j'ai des conseils à vous donner par rapport à ça. Vous allez voir que c'est assez intéressant. Toujours est-il, je reviens à ma glycémie, excusez-moi. Ça y est, vous voulez partir, vous êtes fâchés? Alors, pour les questions, attendez que je vous amène le micro, c'est important pour la qualité de la vidéo qu'on mettra sur le site ensuite. Hein. S'il vous plaît. Juste dans la foulée par rapport à la question, et qu'est-ce que vous pensez du miel? Est-ce que le miel, pour ce type d'effort, serait plus intéressant? Est-ce qu'il provoque aussi ce genre de type de glycémie? Exactement. À partir du moment où vous avez une forte dose de glucose à l'intérieur, vous avez exactement les mêmes effets. Il y a aussi toute une... Il y a des indices glycémiques, il y a des tableaux d'index glycémique qui existent. Vous avez juste à les consulter, vous allez voir que c'est quand même en gros la vitesse à laquelle le sucre pénètre dans le sang. Hein. C'est quand même que ça. À partir du moment où vous avez une substance sucrée, de type sucre raffiné, vous allez avoir forcément cette rapidité. Après, vous allez voir qu'on peut la réguler, cette glycémie, même si on a consommé une forte dose de sucre, on peut la réguler avec d'autres aliments. Okay. Donc, justement, la dia est là. Donc, comment diminuer le pic glycémique? Pour le réduire, dans chaque repas, on met de la protéine, que ce soit de la protéine animale ou végétale, hein, ça va dépendre des gens, puisque vous savez pertinemment que la protéine végétale n'est pas complète. Hein.
Vous savez un petit peu ça? Alors, vous avez une vingtaine d'acides aminés en fait, qui sont considérés. Donc, sur la vingtaine, vous en avez 12 qui sont semi-essentiels et vous en avez 8 qu'on appelle essentiels. Quand vous prenez une protéine végétale, elle n'est pas complète sur le plan des acides aminés. Mais ce n'est pas un problème, puisque vous pouvez la compenser très largement si vous prenez des lentilles avec du riz, par exemple, ou quand vous prenez des pois chiches avec de la semoule ou avec du soja, vous allez retrouver la quantité d'acides aminés essentiels. L'aminogramme, ce n'est pas tout à fait le même, mais ça, c'est pas grave. En tous les cas, on a quand même un apport protidique. Pour ceux qui ne mangent pas de viande, même si vous êtes sportif, il y a quand même le poisson qui reste assez intéressant en source de protéines et l'œuf. Alors, végétarien, oui. Oui, parce que vous mettez en bas après légumineuse. Oui. Donc c'est le mélange qui est le féculent légumineuse qu'il faut pas diminuer justement tout le mélange. C'est ça, bien sûr, c'est exactement ça. C'est-à-dire que quand vous prenez ces légumineuses de manière isolée, elle peut ne pas apporter l'ensemble des acides aminés essentiels. Par contre, à partir du moment où c'est associé, comme je vous disais, semoule, riz, soja par exemple, vous pouvez avoir la constitution d'acides aminés suffisants. Il ne faut pas oublier quand même le rôle des acides aminés, puisqu'ils ont des rôles cofacteurs dans l'organisme pour la production d'hormones également, mais également, vous avez des hormones de croissance qui dépendent des acides aminés. Et si vous ne les avez pas en quantité suffisante dans l'organisme, c'est pareil, vous risquez d'avoir un problème dans le développement du muscle et même dans la performance. Combien vous préconisez de protéines par poids Par poids de corps? Ouais. Alors un sportif le sportif, à la base, on est... D'un bon sportif qui fait 3-4 séances de sport par semaine. Ça va dépendre de l'activité, déjà. L'activité joue, parce que si vous êtes sur une activité de force ou une activité d'endurance, vous n'avez pas tout à fait les mêmes préconisations, parce que ce n'est pas le même type de dégradation, d'accord? Ce n'est pas le même type de fibres musculaires qui se cassent quand on est dans de l'endurance ou quand on est dans de la force. Pour quelqu'un qui est, on va dire le lambda, on considère que c'est 1 gramme de protéines par kilo de poids de corps. À partir du moment où on commence à rentrer dans les charges de travail, 2 à 3 fois par semaine, on peut passer à 1,2. Ensuite, quand on est sur 5 fois par semaine, sur des sports de force, par exemple, on peut aller jusqu'à 1,8 grammes par kilo de poids de corps. Il faut être très attentif parce que souvent c'est pris en supplémentation et on ne considère pas qu'on a une alimentation qui est déjà riche en protéines. C'est-à-dire qu'il faut associer les deux. C'est-à-dire que notre alimentation doit déjà être capable de mesurer le type de protéines et la quantité de protéines qu'on a consommées. Et derrière, on pourrait supplémenter éventuellement. Mais sur un sportif, on va dire, qui fait 3 à 4 sorties de course par semaine, je lui dirais de monter jusqu'à 1,4 g par kilo de poids de corps, parce qu'il y a quand même de la dégradation des tissus musculaires. Vous avez des acides aminés qu'on appelle les BCA, qui sont des acides aminés branchés, qui sont des acides aminés qui sont très favorables pour la récupération au niveau tissu musculaire. J'ai répondu à votre question? J'essaye. Hein. Donc en pratique, je vous dis, dans chaque repas, si vous avez consommé du sucre, ça c'est vraiment la pratique, même si j'ai mangé quelque chose de vraiment sucré, ma glycémie peut être régulée par le fait que j'ai du gras ou de la protéine ou des légumes. En fait, ils vont venir s'associer à la glycémie et ils vont réguler la glycémie. Ça, c'est plutôt favorable. Encore une fois, celui qui dit ben, j'ai mangé un dessert, le dessert ne le fera pas forcément grossir. Moi, je suis clair de ce côté-là. Si votre glycémie, elle a démarré à partir de 14 h et que vous arrivez à la maintenir jusqu'à 17 h, il n'y a pas de stock, il y a une utilisation régulière et qui est bien étalée dans le temps du glucose. Maintenant, si vous prenez juste votre tartelette et vous mangez rien d'autre, vous allez avoir un gros pic et puis ça va redescendre et surtout vous aurez faim très peu de temps après. D'accord ? Donc effectivement, ces aliments-là vont vous permettre d'améliorer votre niveau de glycémie. Puis, il y a un autre aspect qui n'est pas souvent évoqué, malgré le fait que ça fait quelques années que j'en parle, c'est ce qu'on appelle la densité micronutritionnelle. D'accord ? Donc, je vous disais que chez le sportif, ça a encore plus d'intérêt. On parle uniquement d'énergie. Vous entendez toujours parler de calories. Pour moi, la calorie, je n'utilise quasiment pas. Sur le plan nutritionnel, je n'utilise pas. C'est la qualité du nutriment qui m'intéresse. L'énergie, c'est une chose, mais la qualité du nutriment est beaucoup plus importante. Quand je parle de calories vides, ici, vous pouvez avoir des glucides, des protéines et des lipides. C'est ce qu'on appelle le macronutriment, d'accord ? Pour exemple, hein, comme on disait, œufs, riz, et puis on va dire mes noix de Grenoble. Donc on a ce qu'il faut,
Mais ici, en matière d'énergie, je peux avoir 200 calories, et ici, je peux avoir 200 calories, mais qui n'ont pas la même valeur. Je prends un Coca-Cola, pour ne pas citer la marque, 200 calories. C'est de l'énergie pure, d'accord, il n'y a pas de problème. Mais ici, je prends mon foie de bœuf, dégueulasse. Mais avec le même type de calories, sa densité micronutritionnelle va être beaucoup plus importante. C'est-à-dire que vous allez retrouver de la vitamine B à l'intérieur, vous allez retrouver du sélénium, vous allez retrouver un ensemble de micronutriments que vous n'avez pas. Donc la notion de calories vides et de calories pleines, elle prend tout son sens. Et chez le sportif, encore plus. Parce que le sportif qui s'alimente uniquement à base de sucre, comme je vous disais, en pensant qu'il a besoin d'un apport énergétique important, s'il n'est pas riche en micronutriments et donc en vitamines, il devient déficient dans la performance. Et c'est ceux qui vont vous dire qu'ils vont devoir se supplémenter derrière. Or que des fois, avec juste une bonne alimentation, on n'a pas forcément besoin de supplémentation. Donc c'est important d'avoir cette notion en tête. Je vous ai fait juste la petite définition pour vous montrer en matière de densité micronutritionnelle. Vous voyez, je vous ai parlé du foie de veau. Hein, c'est un indice. Hein, ici, on est sur le plus élevé. Hein, le foie de veau, on est sur 226. Par contre, vous voyez, une crêpe au beurre, c'est 2,88. Votre rôti, c'est 3,54. Donc, c'est important de comprendre que chez le sportif, l'ensemble des micronutriments vont avoir un rôle important. Parce qu'avant, on parlait de radicaux libres. Tout ce qui est la gestion, on va dire, de l'inflammation et pour lutter contre les radicaux libres, ça va venir avec les micronutriments. Les micronutriments vont lutter contre ça, ce sont des vrais antioxydants. Si vous ne les avez pas, ben vous allez arriver à saturation, puis vous allez exploser même pendant votre effort physique, et surtout vous récupérez de moins en moins. Donc la notion de densité micronutritionnelle, elle est importante. Maintenant, je vais vous montrer une diapo qui est un peu moche, je vous l'avoue. Je ne l'ai pas encore changée, mais c'est celle-là. Vous ne voyez rien du tout, en fait. Mais ici, vous avez 695 grammes, hein, vous ne voyez pas, et 265 grammes là-bas. Donc là, on a des poids qui sont différents, mais on a un niveau d'énergie qui est identique. On a 600 calories, d'accord? Seulement ici, vous avez des tomates, vous avez du poisson, vous avez des haricots et vous avez du riz. Ici, vous avez du pain blanc et du fromage. Donc, on a une énergie qui est identique, on a un poids qui est un peu différent quand même, ce qui va agir sur la satiété également, ce qui va agir également sur le niveau de la glycémie. Voyez, donc avec un repas, on voit déjà la différence. On voit la différence sur la performance, hein, quand on parle du sportif. Quelqu'un qui a consommé ça à midi et qui a un effort à produire 2 heures ou 3 heures après, il va être dans de bonnes conditions. Celui qui a mangé ça, il a mangé exactement le même type d'énergie, ou en tous les cas le même nombre en matière de calories. Par contre, derrière, sur le plan de la glycémie et de la satiété, ben, il sera beaucoup moins bon. Oui. Attention à la cuisson. Oui. Vous préconisez de cuire les choses comment? Alors, de ça va. préférence à la vapeur ou des choses comme ça? Pour ça, pourquoi vous avez mis attention à la cuisson? Attention à la cuisson, c'était pour la glycémie. Quand on parle, par exemple, de modification de l'indice de l'IG dont je vous parlais, c'est si j'ai consommé, par exemple, si je prends une pomme de terre à l'eau, elle va avoir un index glycémique relativement bas. À partir du moment où je la consomme comme une purée, son index glycémique va augmenter. Une carotte, c'est pareil. Si vous l'avez en crudité ou en cuidité, on n'a pas exactement le même effet sur l'organisme. C'est-à-dire qu'elle va s'absorber beaucoup plus rapidement quand elle a été écrasée sous forme de purée que quand elle a été consommée sous forme de crudité. Ça a son importance parce que la cuisson, c'est ce que je vous disais avant sur les pâtes, des pâtes trop cuites, vous perdez la substance amidonnée en fait. L'amidon ou la cellulose, là en l'occurrence pour le légume, ce sont des réducteurs de la glycémie. Si vous ne les avez plus, vous allez avoir à nouveau un pic glycémique ou une absorption très rapide de l'aliment. Donc ceux pareil qui nous disent qu'ils mangent purée de carottes et purée de pommes de terre et purée de poireaux, il faut être attentif quand même parce que ce n'est pas un coupe-faim. Et avec des avantages. Moi, j'ai parlé de la patate parce que j'aime bien ça. La patate, c'est alcalin. D'accord ? Donc, pour les gens qui ont des problèmes d'acidité dans l'organisme, le fait de consommer de la pomme de terre
aurait quand même tendance à être beaucoup plus alcalinisant. Donc, sur cette partie-là, à inviter dans votre assiette, bon ça je vais vous la faire vite parce qu'à mon avis vous savez hein, quand même, hein. Des légumes de toutes les couleurs, des légumes secs, du poisson, des crustacés. Donc voilà, c'est toute une liste d'aliments qu'il faut avoir, je dirais, de manière régulière dans son assiette pour être sûr de rééquilibrer, d'avoir les acides gras essentiels, d'avoir les protéines, d'avoir les glucides, surtout d'avoir des aliments à index glycémique bas. Donc tout ça, alors je vous parle d'huile bio, après chacun fait ce qu'il veut naturellement, moi je dis juste que ça me paraît judicieux d'avoir ça dans son assiette. Alors vous voyez que je mets un peu de produits laitiers, brebis, chèvres, je ne suis pas un favorable des produits laitiers de vache, mais ça après c'est chacun voit, on peut les avoir dans son alimentation, mais on peut les limiter également. Excusez-moi, je suis en train de regarder l'heure. À limiter dans l'assiette. Donc le lait, le beurre, les fritures, les féculents raffinés, tout ce qui est pâtisserie, les viennoiseries, il y a beaucoup de sel à l'intérieur quand même, donc on aurait tendance peut-être à oublier que c'est ce qu'on appelle le sel caché. Le sel, c'est pas que ce qu'on a dans la salière, c'est également ce qu'on peut avoir dans les aliments comme les pâtisseries. Et c'est aussi des... Tu t'endors. C'est pas bien, c'est pas grave. Et donc, du coup, c'est aussi des soucis de tension artérielle qu'on peut avoir. Chez le sportif, il faut vraiment gérer la consommation de sel, hein, c'est important. Il y a un équilibre en temps normal entre le potassium et le sodium. Et encore une fois, on est dans un déséquilibre total. On a beaucoup plus de sodium que de potassium. Le potassium est alcalin pour l'organisme, alors que le sodium va avoir plutôt un effet inflammatoire. Et puis, en plus, il pose des problèmes puisqu'il empêche la vitamine D de fonctionner correctement et empêche la fixation du calcium. Donc avoir trop de sodium dans l'organisme, au-delà de créer de la tension artérielle, est un limitant de l'absorption du calcium. En synthèse, juste pour le sport, sport et activité physique, moi quand je parle de sport, en fait, ou d'activité physique, le but de l'opération, c'est naturellement d'être fonctionnel. Quand on parle d'activité physique, là associée à la nutrition, mais c'est quand même pour rester fonctionnel. On a tous besoin de se tracter, de pousser, de pivoter, de se déplacer au quotidien. Donc au-delà de l'aspect esthétique, encore une fois, l'activité physique, c'est ce qui nous permet de nous mouvoir. Donc comme je dis, le mouvement c'est la vie, on ne peut pas s'arrêter de fonctionner. Donc on est obligé en permanence d'avoir une activité. Alors le pourquoi, moi j'aime bien en parler, c'est le renforcement musculaire, on en a besoin. Parce que je vous disais que plus vous avez d'activité physique, plus votre métabolisme est favorable. D'accord ? C'est-à-dire qu'on a un métabolisme qui est actif, donc il absorbe tout ce qui arrive et il l'utilise. Quelqu'un qui est inactif a un métabolisme qui est aussi inactif, donc il a beaucoup plus de chances de prendre du poids. C'est la première des choses. Le muscle, il a pour rôle quand même de produire du mouvement. C'est bien grâce à mes muscles que je peux produire du mouvement, donc c'est nécessaire. Ça stabilise le corps. Jusqu'à preuve du contraire, les articulations, elles sont maintenues par du muscle et pas par autre chose. Maintien de la posture et limite de la sarcopénie. La sarcopénie, je vous en ai parlé avant, c'est-à-dire la limitation de la perte de la masse musculaire. Le cardio-training, donc c'est pour l'amélioration et le maintien de la condition physique, globalement. Une meilleure circulation sanguine, souvent chez les femmes qui ont des problèmes de retour veineux, on rappelle que d'avoir de l'activité physique améliore le retour veineux, donc améliore la circulation sanguine, donc moins de jambes lourdes, rien que par de la marche ou par une activité qui propulse, hein, c'est-à-dire tout ce qui est saut, etc. On améliore parce que c'est mécanique, c'est pas toujours fonctionnel. Un meilleur transport de l'oxygène, je vous rappelle quand même que votre cerveau il a besoin d'oxygène pour fonctionner, donc rien que là, on a besoin d'améliorer sa qualité et sa capacité cardio-ventilatoire. Et par définition, une meilleure condition physique, donc une meilleure endurance. Quand j'ai une meilleure endurance, je suis capable de durer beaucoup plus longtemps dans mes efforts, je suis capable de faire plus de choses et je suis moins fatigué. Voilà, il me semble que si vous avez des questions maintenant, n'hésitez pas. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Vous avez été attentifs. J'ai été plus long que prévu, je ne pensais pas. Donc peut-être, moi j'ai une question. On a vu tout à l'heure que
l'évolution de l'obésité était grave dans les pays du Nord et Oui. en Alsace. Est-ce qu'on a une idée par tranche d'âge? Parce que j'ai l'impression que c'est plutôt la jeunesse qui est touchée. Est-ce qu'on a des chiffres par rapport à ça? Alors, moi, j'ai pas de chiffres sur la tranche d'âge. Par contre, sur les classes socio-professionnelles, il y a des chiffres, effectivement. La classe ouvrière est plus touchée que les cadres supérieurs en matière d'obésité. Et il me semble que sur la classe ouvrière, on doit être autour de 12%, que je ne raconte pas de bêtises, mais il faudra que je revérifie les chiffres. Et chez les classes supérieures, on doit être autour de 6%. Donc il y a effectivement une relation entre les classes socio-professionnelles pour des multiples raisons qui sont d'ordre financier dans un premier temps, mais des problèmes de culture aussi. Hein, parce que si on considère que ce qu'on mange, on le mange parce que c'est pas cher, hein, il y a des grands magasins qui sont là pour ça, où on nous propose des produits pas chers, et donc les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, en règle générale, vont aller plutôt dans ces surfaces-là. Mais derrière, il y a un problème de culture, c'est-à-dire que ces gens pensent que manger des légumes frais ou des aliments plutôt sains coûte plus cher. Ça, c'est complètement à discuter, par contre. D'accord. Et si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui est dans la deuxième partie de sa vie, on va dire, qui a arrêté le sport depuis quelques années puis qui a envie de reprendre, par quoi on devrait recommencer et de quelle façon? Alors, pour ma part, j'ai un discours assez commun par rapport à ça. Hein? C'est c'est quand même qu'il faut avoir une double activité, renforcement musculaire et cardiovasculaire. C'est-à-dire, en concret, le renforcement musculaire, c'est tout ce qui est mouvement de flexion, des mouvements de flexion de bras, flexion de jambes. Ça, c'est des choses en fait qu'on peut faire même au quotidien tout seul et sans charge au départ. Et une activité cardio, c'est-à-dire pour commencer peut-être du vélo, même si c'est juste pour se déplacer, de la marche rapide, et au fur et à mesure, prendre un peu de plaisir aussi dans ce qu'on fait. Il faut prendre du plaisir, il ne faut pas le voir comme une contrainte. Et à partir de là, je pense qu'on commence à rentrer dans un dispositif qui est plutôt positif. Oui. Oui, j'ai une question pour les préparations marathon, notamment sur l'alimentation avant la semaine avant le marathon, puisqu'il y a plusieurs théories qui disent faire plutôt du protéiné les premiers jours et ensuite se goinfrer de pâtes, ou alors est-ce qu'on peut faire un régime plus stable en mangeant tout et pas forcément manger que des pâtes, voir un peu votre avis sur le sujet. Alors c'est intéressant comme question. C'est une question que nos étudiants nous posent aussi. Moi, je prends toujours en considération le profil de la personne que j'ai en face de moi. Ça, c'est la première des choses. La seconde des choses, on n'est pas égaux, hein, donc on n'assimile pas les choses de la même manière, mais de manière très simple. Pendant longtemps, on a dit qu'il fallait faire une forme de déperdition du glycogène, hein, c'est-à-dire le sucre qu'on a dans le muscle. Pour cela, il fallait consommer des protéines en début de semaine, et 3 jours avant, reconsommer des glucides. C'est-à-dire que les 3 premiers jours, on n'en mange quasiment pas, et ensuite, on en reconsomme des glucides énormément pour refaire le stock de glycogène et ensuite être performant lors de la course. Il y a plein d'études qui sont contradictoires par rapport à ça. Pour répondre à monsieur aussi derrière, pour éviter les perturbations intestinales, moi je dis manger tout le temps la même chose. Parce que vous pouvez peut-être faire une augmentation de votre glycogène, mais derrière, vous pouvez perturber votre intestin parce que vous avez changé une alimentation. D'accord ? Le fait de manger très protéiné à un moment donné, je vous dis que ça crée des inflammations. Remettre du glycogène, vous perturbez de nouveau votre flore intestinale. Donc, ce n'est pas forcément la meilleure des choses. Mais après, pour bien préparer sa flore intestinale, il y a quand même des micronutriments qui sont assez intéressants, puisque vous avez besoin de renforcer vos entérocytes, qui sont les cellules qui sont à l'intérieur de l'intestin. Donc, vous avez des acides aminés comme la L-glutamine, par exemple, qui sont plutôt favorables. La consommation d'oméga 3, éventuellement même la consommation de probiotiques. Moi, je l'ai expérimenté avec mes clients n'ont pas de problèmes intestinaux lors des efforts. Par contre, je connais des marathoniens qui se gavent de maltodextrine ou je ne sais pas quoi. Ils appellent ça des pâtes en bouteille. C'est du sucre pour du sucre. Ça veut dire que, pas trop rentrer dans la physiologie, mais il y a un équilibre osmotique qui n'existe plus. C'est-à-dire que votre sucre prend l'ensemble de la place dans la cellule et il laisse plus la place aux micronutriments. Et le sucre reste aussi inflammatoire. Donc c'est pas ce que je recommanderais, le changement, d'accord ? Je dirais plutôt alimenter. Ouais. Il y avait une dernière question, non ? Peut-être pas. Oui.
Ça dépend de l'activité physique que vous avez. Maintenant, le matin, c'est un peu plus facile, parce que si vous déjeunez à 8 heures et que vous mangez, vous déjeunez à midi, il n'y a pas de temps, pas trop de temps. Par contre, l'après-midi, c'est plus compliqué. Si vous avez mangé à midi et que vous attendez 19 heures pour manger, il y a intérêt à mettre une collation au milieu. Et là, j'indique plutôt de consommer des fruits avec un glucide, très bêtement, une tranche de pain complet avec une banane ou avec une pomme. Si elle n'est pas trop intoxiquée, votre pomme, normalement, ça devrait bien le faire. D'accord ? Après, je sais qu'il y a la notion de plaisir. Il y en a qui vont me dire j'aimerais bien manger un Mars, du chocolat, du sucre, etc. Mais voilà. Fruits secs, les oléagineux, il ne faut pas hésiter à en consommer, effectivement. Des amandes, vous avez des noix, vous avez des noisettes, vous pouvez en consommer. Après, vous avez une possibilité extrême, hein, naturellement. Là où je vous dis, où il faut être attentif, c'est éviter, si tu me dis ma collation, c'est un Mars ou un Kinder Bueno ou je ne sais pas quoi, je vais te dire ça, c'est de la calorie vide, ça va te faire un pic glycémique et puis voilà. Sachez quand même qu'on a bon nombre d'enfants qui s'alimentent encore avec ça parce qu'on a une publicité derrière qui dit qu'il y a l'équivalent de 4 litres de lait à l'intérieur et je ne sais quoi. Ce n'est pas la réalité quand même, soyons un peu sensés, ce sont des confiseries. Hein. Je suis un peu en bataille avec ça, mais c'est de la publicité mensongère. Il ne faut pas donner ça aux enfants, vous les habituez. Ok, c'est... Oui, une dernière question peut-être, ouais. Pardon ? Je veux savoir, qu'est-ce que vous pensez du vinaigre de cidre? Sincèrement, je ne sais pas. Le vinaigre balsamique, c'est très bon par contre, oui. D'accord, ok. Ben, vous voyez, vous m'apprenez quelque chose. En tous les cas, je vous remercie pour votre présence et pour vos questions.